Bienvenue sur Leadershift, le podcast qui fait bouger votre leadership. Bonjour, c'est Vincent, bienvenue dans un nouvel épisode de Leadershift. Cette semaine, on va faire quelque chose d'un peu différent. J'ai reçu un mail de quelqu'un qu'on appellera Rachel, prénom d'emprunt, qui me dit la chose suivante. Je souhaiterais te faire part d'une situation compliquée à gérer. Nous avons une équipe très soudée qui souhaite d'elle-même passer plus de temps ensemble, par exemple, à demander à faire moins de home office et se rencontrer plus sur place ou à organiser des after-work. De plus, nous avons une approche très collaborative, 1 à 2 fois par année. Selon les arrivées, nous avons un workshop dans lequel nous séparons nos tâches de manière collaborative, je tranche si nécessaire. Comme l'équipe est assez jeune, ce style est très apprécié. J'ai beaucoup de feedback positif. Comme nous faisons de l'innovation, cette envie de collaborer est souhaitable et j'avais eu de bons résultats les dernières années dans une autre équipe innovative. Mon problème, une personne ne veut pas en faire partie. Pour la partie home office, je me suis arrangé pour que les jours de bureau soient en accord avec ce qu'il faisait avant. En gros, c'est toute l'équipe qui s'est ajustée à lui. Mais cela se sent au quotidien. Il fait cavalier seul, ou alors donne des ordres aux autres quand il s'agit de travailler à plusieurs. Je lui en ai parlé et ça s'améliore un peu. Je voulais savoir si je pouvais faire plus. Pour information, il souhaitait avoir mon poste. Je suis venu de l'extérieur et l'ai appris que plus tard. Poste qui lui a été refusé justement sur ce genre de problème. Il a une vision hiérarchique de « j'ordonne, tu exécutes » qui ne passe pas bien avec la culture de l'entreprise et surtout d'une équipe innovative. Voilà le message reçu et je me dis ça c'est un excellent sujet de podcast. Alors, on va commencer par faire quelques hypothèses de lecture sur ce qui s'est passé avec quelques éléments théoriques, puis on verra ensuite qu'est-ce qu'on peut en faire. Hypothèse numéro 1. Qui s'est ajusté à qui ? Le détail qui mérite l'attention se trouve dans la réponse du collectif, davantage que dans le comportement de l'individu. L'écart de conduite ne coûte rien à son auteur. Il fait même plier toute l'équipe. Et donc cet écart de conduite, ça amène une espèce d'optimum, et donc il aura tendance à se stabiliser. Alors ce glissement, il a un nom, c'est ce qu'on appelle la normalisation de la déviance. À force d'absorber un écart, l'organisation finit par le traiter comme la nouvelle norme. Par exemple, vous entendrez des gens dire il bosse très bien, il bosse vraiment très bien, mais alors il a un sale caractère. Ah, il est comme ça. Normalisation de la déviance. Du coup, dans le cas qui nous occupe, est-ce que l'équipe, donc le reste de l'équipe, parce que c'est intéressant quand la manager parle de l'équipe, elle parle de l'équipe hors notre élément perturbateur. Or l'équipe, par définition, c'est toute l'équipe. Mais bref, est-ce que l'équipe, le reste de l'équipe, a trop accepté ? Et si oui, au nom de quoi ? Pourquoi est-ce que ce collectif s'est ajusté ? Question que je trouve intéressante. Donc j'ai évidemment pas la réponse. Il faudra que Rachel puisse y réfléchir. Deuxième question, deuxième hypothèse. Est-ce que la cohésion trille ? Plus une cohésion d'équipe est forte, plus la norme d'appartenance devient saillante, et plus la personne qui s'en écarte est codée comme déviante. La théorie de l'identité sociale décrit ce tri. Un groupe se définit aussi par contraste avec ce qui n'en est pas, in-group, out-group. Les rituels collaboratifs, l'atelier de répartition, les after-work, etc., fonctionnent alors comme des marqueurs d'allégeance. Si on y participe, on signale qu'on est de l'équipe, des leurs, s'en abstenir trace une frontière. J'avais dans ma carrière une équipe très 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 cohésive. Extrêmement cohésive. Jalousement cohésive d'ailleurs. Les autres équipes étaient souvent assez jalouses, ils faisaient tout ensemble, ils sortaient, ils prenaient des apéros, etc. Une équipe très très cohésive. Mais c'était l'équipe qui avait le plus de conflits avec le reste de l'organisation. Donc, à réfléchir, le revers de cette cohésion, il est rarement anticipé. En optimisant la cohésion d'équipe sur le versant social, un collectif réduit sa diversité de perspectives. Donc sur une tâche d'innovation, la friction qu'apporte justement un profil un peu divergent a une valeur. Et c'est justement elle que le mécanisme social pourrait évacuer avant que ça devienne productif.
Alors, le lien entre diversité cognitive et innovation est réel, mais modéré et dépend des conditions. Ce que ça veut dire, en français, c'est que il n'y a pas de relation de cause à effet, mais c'est quelque chose à garder en tête, en se disant, j'ai une équipe innovation, bon, d'avoir un petit peu de diversité, c'est pas mal. Du coup, est-ce que je thématise, comme on dirait, est-ce que je peux accepter d'avoir quelqu'un, finalement, qui ne participe pas de la même manière à la vie sociale du groupe, mais qui fait quand même partie de l'équipe. D'autant plus que si l'équipe continue à grandir, on aura de plus en plus de profils divergents. En tout cas, il faudrait avoir pour une équipe d'innovation de plus en plus de profils différents, mais pas techniquement différents, mais peut-être socialement différents. C'est-à-dire que vous allez continuer à engager des spécialistes ou des experts, mais socialement, ce seront des gens qui auront des attentes et des besoins différents. Donc la probabilité que l'équipe change de composition, à mon avis, s'agrandit. Donc cette histoire de cohésion qui trie, et non pas qui tue, qui trie, est une chose à garder en tête. Troisième hypothèse, quand le désaccord change de nature. L'objection de la personne, apparemment, porte d'abord, ou en tout cas porte sur le mode de fonctionnement. On est sur un désaccord de processus qui potentiellement peut être utile. Mais comme il n'y a pas d'espace pour le traiter, ce désaccord se personnalise et devient un conflit relationnel. C'est ce qu'on appelle le passage d'un désaccord en conflit. Puisqu'il est mal vécu, du coup, par les deux. Et donc oui, effectivement, cette personne est en conflit avec le groupe et ou avec la manager. Il y a une triangulation intéressante là. La distinction est documentée par un résultat solide. Le conflit relationnel dégrade nettement la performance et la satisfaction, là où le conflit de tâches, le désaccord, se révèle beaucoup plus ambivalent. En gros, ce qui était exploitable avant, c'est un peu abîmé en friction stérile. Alors, c'est ici qu'il y a un concept qui est un peu plus contesté, mais qui mérite d'être posé pour une histoire de réfléchir, c'est le groupthink. C'est le besoin d'unanimité d'un groupe cohésif qui étouffe l'examen critique des options. On a pas mal d'exemples de groupthink célèbres, la baie des cochons, l'invasion par les États-Unis de Cuba, qui est peut-être encore à l'ordre du jour, etc., etc. Alors, la validation empirique, elle n'est pas hyper solide, les tests expérimentaux donnent des résultats mitigés, et donc on va plutôt essayer de voir ça comme une métaphore éclairante. Une équipe qui vit son unité comme une réussite peut percevoir toute dissonance comme un problème à résoudre, alors qu'une part de cette dissonance est ce dont l'innovation a besoin. Donc attention, c'est un peu le point d'attention, à ne pas considérer que la cohésion d'équipe en soi, comment faut dire ça, est un but à défendre ou à atteindre. En tout cas, cette cohésion d'équipe-là. Dernière hypothèse, une boucle qui se nourrit seule. Est-ce qu'on est dans un mécanisme d'auto-renforcement ? Le collaborateur a perçu une injustice, on en parlera tout de suite, le poste refusé, quelqu'un d'externe nommé à sa place, et donc la justice procédurale a ceci de particulier qu'une fois qu'elle est entamée, elle colore tout le reste. Donc c'est injuste, parce que le processus, potentiellement de son point de vue, lui a été injuste. Donc il se retire. L'équipe lit ce retrait comme du désintérêt, ou de l'arrogance, ou du « il veut de toute façon pas faire partie », on l'a vu avant. Et donc, le groupe réduit ses sollicitations. Et donc, la personne moins sollicitée se retire un peu plus, ce qui confirme aux autres qu'ils avaient bien vu. « Ah, je t'avais bien dit », biais de confirmation. Chaque tour valide la lecture du tour précédent. La personne a tort de son point de vue, et c'est précisément ce qui rend la spirale difficile à interrompre. Elle se présente à chacun comme une réaction raisonnable à ce que fait l'autre, alors qu'elle est entretenue, en fait, par les deux. Voilà les quelques hypothèses qu'on peut faire. Alors, il y en a évidemment d'autres, mais les 4 que je trouve intéressantes. Alors, qu'est-ce que la personne peut travailler ? Qu'est-ce que Rachel pourrait travailler ? On va travailler sur le cadre, on va travailler sur la personne. Première piste, reposer un cadre commun. Rendre explicites les attentes de collaboration qui valent pour tous. Tant que l'écart coûte rien, il se prolonge. Un cadre partagé redonne un coût sans cibler normalement le collaborateur. C'est pas l'idée, c'est pas de pointer du doigt. C'est de dire nos règles de fonctionnement sont valables pour tout le monde. Par exemple, charte de collaboration, etc., etc. Deuxième piste, traiter l'injustice perçue de front. Alors ça a été ma réaction initiale, immédiate. Le poste a été refusé. Bon, très bien.
la qualité du traitement, restituer les critères, rendre la voix, faire parler, pèse souvent plus que la décision elle-même. Donc, l'idée là, c'est un entretien qui nomme la situation pour enrayer la spirale de retrait potentiellement beaucoup plus intéressante qu'une tentative de recadrage. Donc l'idée là, c'est de faire un entretien pour que la personne puisse nommer, expliquer, dire comment elle ressent les choses. Alors la difficulté avec les profils experts, c'est qu'il n'y a pas toujours une grande connexion à la partie émotionnelle, qui est pourtant vraisemblablement celle qui bloque ici. C'est injuste, donc je suis frustré. Ou en colère, ce qui va, entre parenthèses, encore plus peut-être activer le côté je donne des ordres. Puisque vous ne m'acceptez pas, eh ben je vous dis quoi faire, ou je vous donne des ordres. Bon. Donc, traiter l'injustice perçue de front. Prendre le temps d'écouter cette personne, et puis simplement, sans se défendre, sans se justifier, surtout pas, mais juste de la faire exprimer ce désaccord, cette injustice, juste pour qu'elle soit posée et bien mise sur la table. Troisième hypothèse, ouvrir un canal pour le désaccord de fond. Donc l'idée, c'est de créer un espace où contester le mode de fonctionnement devient légitime et attendu. Il ne faut pas que ce soit porté par une personne. Donc, ce qui empêche, c'est ce qui va empêcher le désaccord de processus de basculer en rancune personnelle. Donc, il faut qu'il y ait des espaces, ou un espace, par exemple pendant la réunion d'équipe, dans lequel cette personne peut faire état de son désaccord sur certains processus, ou sur certaines manières de faire, ou que sais-je. Et le groupe en discute. Et donc, ça veut aussi dire pour la manager que je vais tenter de ne pas être médiateur ou médiatrice entre le groupe et la personne, puisque le vocabulaire utilisé par Rachel au début de l'épisode montre qu'elle est plutôt d'accord avec le groupe, ce que honnêtement qui se comprend. Oui, mais pour être médiateur, médiatrice, il faut être neutre. C'est-à-dire que là, on va essayer d'activer le groupe pour que le groupe, l'équipe, elle puisse elle-même en fait résoudre ce différend, ou en tant qu'à trouver un consensus, une solution à ce différend. À titre de réflexion, encore deux petites pistes. Confier à ce profil un rôle où le style structuré qui semble être sa force devient un atout, un domaine en propre, une fonction. Alors est-ce que c'est une fonction d'avocat du diable? Est-ce que c'est, je sais pas. Mais donner à cette personne qui semble être assez tranchante un rôle, valoriser ce rôle dans le cadre fixé par l'équipe, mais valoriser le rôle. Et puis deuxième chose, protéger le droit de ne pas participer aux rituels sociaux, sans que ça signale une déloyauté. La sécurité psychologique, souvent acquise par le groupe, manque parfois précisément à celui qu'on tient à distance. Lui, peut-être qu'il ne se sent pas à l'aise pour venir boire des verres avec des collègues dont il aurait été le chef. Et peut-être que dans sa tête, il est encore potentiellement leur chef parce qu'il s'était peut-être déjà vu là-dedans. Donc il va y avoir une période d'adaptation suite à ces différentes actions qui sera peut-être long. Mais donc, encore une fois, l'équipe va potentiellement changer avec d'autres personnes comme lui qui n'aimeront pas forcément aller boire des verres après le boulot. Et donc, il faut protéger le droit de ces personnes-là parce que la protection de ce droit, c'est l'amélioration de la sécurité psychologique. Et on l'a vu souvent ici dans Leadership. Ça va être un des éléments de déblocage essentiels pour cette personne. Vous voyez qu'une équipe ou le manager peut avoir tout bien fait, en fait, et se retrouver malgré tout devant un angle mort. Et cet angle mort, c'est que la force d'ajuster le collectif à l'individu, on préserve la paix sociale, mais est-ce qu'on désapprend un peu à porter une exigence qui est commune? On accepte finalement que la personne soit hors du groupe, alors qu'en fait, elle est dans le groupe puisqu'elle est dans l'équipe, puisqu'elle fait partie, hiérarchiquement, la personne fait partie de l'équipe. Tous les ajustements dont on a parlé ici ne vont pas réussir, évidemment. Si le rapport à l'autorité demeure incompatible, si la personne continue à avoir cet aspect culturel très fort de command and control, prolonger l'accommodation va coûter davantage que de nommer le désajustement. Et que peut-être, il faudra passer par une période administrative avec des sanctions. Parce que si des normes de groupe sont décidées, alors elles doivent être respectées. Sinon, c'est toute la cohésion du groupe qui va pouvoir s'effondrer. Donc, distinguer le moment où on intègre de celui où on a acte une inadéquation durable, ça fait partie du job, et c'est malheureusement rarement le plus confortable, mais c'est aussi une très bonne occasion d'apprendre pour le groupe. Imaginons
que ça se passe bien. Imaginons, donc sous-entendu, le collaborateur s'intègre. Imaginons que ça se passe mal, le collaborateur est licencié. Peu importe, le groupe peut faire un débriefing en se disant « Qu'est-ce qu'on n'a pas vu ? Qu'est-ce qu'on peut faire différemment ? Qu'est-ce qu'il est possible de faire, entre guillemets, mieux pour la prochaine ou les prochaines personnes qu'on va devoir intégrer ?» Voilà. Intégration d'un profil divergent dans une équipe à forte cohésion. J'espère que cet épisode vous a plu. Merci à Rachel pour la sollicitation et à la semaine prochaine. Ciao.